Abattez la citadelle. Abattez la citadelle. Bon. Ça va mieux, ouais. Encore merci au service d'ordre de leur présence. Je vous propose de commencer. Il y a Hugo qui nous rejoindra par la suite. Il a des problèmes de circulation pour venir jusqu'ici. Je vais commencer par remercier le maire de Borin pour nous prêter cette salle pour que cette conférence puisse se tenir. Et merci à vous tous et toutes d'être venus. Pour la présentation de l'ouvrage Nouveau Peuple, Nouvelle Gauche, qui est donc le deuxième livre de l'Institut La Boétie. Donc, s'il y en a parmi vous qui connaissent pas, donc c'est une fondation insoumise qui produit des ressources intellectuelles afin de servir d'outil d'éducation populaire. Ce livre, c'est un livre collectif qui réunit 18 intervenants et intervenantes et qui est coordonné par Julien Talpin, qui est sociologue spécialisé dans les quartiers populaires. Hugo qui arrive, donc c'est un député LFI depuis 2017 dans la 2e circonscription du Nord, spécialisé dans la sécurité et la justice, il me semble. Et donc on a avec nous aussi Tristan Haute, qui est un des contributeurs dans ce livre, qui est maître de conf en sciences politiques à l'université de Lille et qui est spécialiste en comportement électoral, relations professionnelles et LGBTQI+ phobie. Alors, donc ce livre, il parle des classes populaires et de leur rapport à la gauche. Il nous aide à comprendre et à actualiser la représentation datée qu'on a des classes populaires, qui est celle de la classe ouvrière. Donc, cette représentation, elle a besoin d'être mise à jour parce que d'abord, on a des nouvelles formes d'exploitation et de formes de travail dans nos sociétés modernes. Et aussi parce que on a donc une intersectionnalité des rapports de domination, c'est-à-dire que on a parfois une domination sociale qui s'ajoute à une domination raciale, donc dans l'exemple qui est pris dans le livre des travailleurs ubérisés. On a aussi une féminisation des classes populaires. Donc le livre détaille un peu les phénomènes qui font que parfois les femmes sont d'autant plus exposées à la précarité. Donc les classes populaires, c'est aussi celles qui sont les plus touchées par les politiques néolibérales. C'est pourquoi c'est elles qui doivent se mobiliser dans les luttes, et c'est seulement avec elles qu'on pourra mener donc la révolution citoyenne. Mais le problème, c'est que elles ont tendance à s'éloigner de plus en plus des urnes. Donc pour cela, il faut donc on a une idée qui prédomine un peu dans les médias, qui est que le peuple a rompu avec la gauche, il y a un divorce entre donc les classes populaires et la gauche. Et donc ce livre cherche à déconstruire également ce mythe donc de la droitisation des milieux populaires. Et donc au final, le but, c'est aussi donc d'unifier ce bloc populaire, donc ce 4e bloc, et d'aller chercher les abstentionnistes. Et donc c'est ce qu'étudie en particulier Tristan Haute dans ce livre. Donc je vais laisser la parole sur ce sujet. C'est bon, ça marche. Merci beaucoup. Alors, comme Pauline l'a dit, c'est un ouvrage qui est collectif et c'est difficile de résumer un ouvrage avec 18 contributions. Donc, moi, ce que j'ai essayé de vous proposer, c'est un focus sur une poignée de chapitres de l'ouvrage, en essayant de revenir sur la question des conditions de possibilité d'une victoire électorale de la gauche, et en quoi finalement on a des résultats de la science politique, de la sociologie, qui nous permettent de penser, de discuter des stratégies électorales et au-delà, j'y reviendrai, pour finalement faire advenir un changement de majorité. Donc c'est l'un des axes de lecture du livre. C'est peut-être pas le principal. Les deux principaux, ils ont été donnés. C'est à la fois penser les classes populaires comme une notion qui recouvre un grand nombre de réalités, mais avec des dynamiques proches, et du coup éviter les oppositions qu'on peut entendre dans les médias entre le social et le sociétal, en ce qui relèverait
de l'économique qui relèverait pas de l'économique. Aujourd'hui, les exclusions spatiales, raciales, de genre, elles sont économiques et inversement le plus souvent. Et donc voilà, dire il n'y a pas de dimension qui prime sur d'autres. Et puis de discuter aussi cette question de l'abandon de la gauche par les classes populaires et inversement, l'abandon des classes populaires par la gauche. Le livre est vraiment sur ces deux axes. Moi, je vous propose un peu un pas de côté en prenant quelques résultats à partir des chapitres, quelques résultats de travaux scientifiques. C'est vraiment ça la logique de l'ouvrage, c'est de prendre des résultats de travaux scientifiques et puis de discuter des conséquences de ces grands résultats sur les questions stratégiques sur le plan électoral et politique. Le premier résultat, c'est rappeler que le vote obéit, comme tout comportement politique, à des logiques sociales. Et ça, en fait, c'est démontré depuis les années 40 aux États-Unis. Ces travaux, ils ont continué à exister alors qu'on était en pleine guerre froide. Et ils sont même importés en France, où on a démontré que dans les années 60-70, qu'il y avait des variables sociologiques lourdes du vote, à commencer par la classe sociale en Europe, mais aussi le rapport à la religion, la détention de patrimoine, etc., etc. Alors, la classe sociale et le rapport à la religion, en France, c'était le degré d'appartenance à la classe ouvrière et puis le degré d'appartenance à la religion catholique. Sauf que, évidemment, essor du néolibéralisme dans les années 80, et puis qui met en avant, y compris dans la recherche, qu'il y a des transformations sociales, il y a de moins en moins de catholiques, la propriété individuelle se généralise, et puis la classe ouvrière se délite, et donc, finalement, ça marche plus très bien, ces variables lourdes du vote. Et d'ailleurs, le survote des ouvriers pour la gauche, il disparaît en France comme partout dans les années 90. Pourtant, dans les faits, ces variables sociales lourdes du vote, elles n'ont pas disparu. Bon, la pratique du catholicisme et la détention de patrimoine, ça reste très prédictif du vote à droite, surtout quand c'est du gros patrimoine. Et la détention de capitaux scolaires, elle est inversement corrélée au vote pour l'extrême droite, avec des relations qu'on pourrait discuter. Souvent, les explications simples sont des explications simplistes et insatisfaisantes. Mais en fait, si on va au-delà du clivage binaire travailleur manuel versus travailleur intellectuel, c'était le clivage qu'utilisaient les chercheurs dans les années 60-70, qui est peut-être pas très convaincant, on constate aujourd'hui que le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, la précarité de l'emploi, les conditions de travail, parce qu'elles jouent sur le rapport au patronat notamment, parce qu'on n'a pas le même rapport au patronat dans une petite PME de l'artisanat où on est un salarié stable ou dans une grande entreprise dont on est un salarié précaire, ça participe à la segmentation des votes aujourd'hui, bien plus que ouvrier, pas ouvrier. Et si bien que, si le survote ouvrier pour la gauche, il a disparu, il n'y a pas de débat sur le sujet, on constate aujourd'hui, par exemple, que les salariés précaires ou les personnes sans emploi votent beaucoup plus à gauche que les personnes qui sont en contrat salarié stable. Et c'est notamment vrai au sein des classes populaires. Et c'est ce que montrent deux collègues dans un chapitre, Raoul Gomez et José Lopez. Évidemment, il n'y a pas que les variables liées au travail qui jouent. Moi, ça m'intéresse beaucoup, les questions de travail, mais il y en a d'autres, et notamment l'expérience des discriminations liées à l'appartenance à un groupe minorisé, quel qu'il soit, en termes d'origine, d'identité de genre, d'orientation sexuelle, etc. En fait, ça joue sur, évidemment, l'expérience des discriminations, sur la politisation et derrière le vote. Et dès lors, parce que les logiques sociales du vote, elles sont diverses, ce qui est à mettre en lien aussi avec la pluralité des rapports de domination dans la société, notamment au sein des classes populaires, les bases sociales d'un même vote, elles sont plurielles. Donc il ne faut pas évidemment se concentrer sur une variable, sur une catégorie, d'ailleurs souvent assez. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, c'est le fait que le vote n'est pas un acte systématique. L'abstention, elle est importante aujourd'hui en France, mais elle est surtout intermittente et inégale socialement. En France, en dehors du scrutin présidentiel et des législatives anticipées, qui sont une bonne mobilisation, l'abstention, elle est forte, elle concerne la moitié, voire 2/3 du corps électoral, qui se souvient d'ailleurs qu'il y a eu des élections en 2021, plus grand. Et la participation de la majorité des citoyennes et citoyens, elle est intermittente. C'est-à-dire que non seulement on vote de moins en moins, mais on vote en fait à une poignée de scrutins, à commencer par les premiers tours de présidentielle, mais pas du tout à tous les scrutins. Et c'est finalement moins de 20% du corps électoral qui s'abstient systématiquement,
mais c'est seulement un tiers du corps électoral qui va voter systématiquement. Et la moitié de la population, en fait, ne vote que par intermittence. Et c'est ce que Vincent Tibéri, dans son chapitre, appelle la grande démission. Et donc, cette grande démission, elle est importante, mais elle est aussi socialement inégalitaire. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui s'abstient de manière constante et de manière intermittente. Et en fait, on voit que cette participation ou cette abstention, elle dépend de l'accumulation de ce que les sociologues appellent des capitaux, économiques, scolaires, sociaux. Et la participation, elle est déjà inégalitaire quand on a une abstention résiduelle ou présidentielle, mais elle est encore plus inégalitaire quand l'abstention est importante. Et que ce soit au fil du temps ou au fil des générations, ces inégalités sociales de participation, elles augmentent, quel que soit le scrutin considéré. Donc, ça, c'est un constat. Il y a une déformation sociale du corps électoral que documente très bien Vincent Tibéri dans son ouvrage, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui se rend aux urnes et dès lors, le résultat, il en est modifié. Et dès lors, parce que les personnes qui se rendent aux urnes ne sont jamais vraiment les mêmes et ne constituent bien souvent qu'une minorité, il convient de construire une stratégie électorale, évidemment, à l'échelle de l'ensemble de la population en âge de voter, et pas à partir seulement des personnes qui vont voter. Et donc faire campagne, ça passe évidemment par le fait de convaincre des électeurs et électrices qui votent déjà, mais aussi, et peut-être avant tout, par la mobilisation, la remobilisation de personnes qui ne votent pas ou qui votent seulement de manière assez sporadique. Et évidemment, c'est d'autant plus vrai au sein des classes populaires. Le troisième résultat, c'est le fait que le vote, il s'articule à des visions du monde. D'abord, les attitudes politiques des électeurs et électrices, aujourd'hui, elles sont extrêmement clivées. Contrairement à ce qu'on peut lire parfois dans des médias de mauvaise qualité, les électeurs et les électrices du RN et de la gauche, ils s'opposent sur à peu près tout. Évidemment, sur la tolérance à l'égard de l'immigration, sur l'importance d'ailleurs qu'ils accordent à cet enjeu de l'immigration, mais ils sont en désaccord sur l'écologie, sur les droits des femmes, sur les droits des personnes LGBT, et même sur les questions économiques. Parce que d'un côté, des deux côtés, on va dire oui, il y a une demande de protection sociale, mais d'un côté, on a des attitudes méritocratiques du côté de l'extrême droite. Il y en a qui méritent la protection sociale et puis il y en a d'autres qui la méritent pas. C'est évidemment pas n'importe qui chez les électeurs d'extrême droite qui méritent pas la protection sociale. Et puis à gauche, on a des attitudes beaucoup plus égalitaires en matière de protection sociale et de redistribution des richesses. Et c'est très visible quand on leur pose la question, par exemple, de est-ce que vous êtes pour une augmentation générale des salaires? En fait, à l'extrême droite, beaucoup moins qu'à gauche. Est-ce que vous êtes pour restreindre les allocations chômage? À l'extrême droite, beaucoup plus qu'à gauche. Donc, d'ailleurs, moi, je parle ici de vision du monde, de valeurs, d'attitude politique, parce que c'est les mots que nous on utilise scientifiquement, mais ça ne veut pas dire que ce sont des préoccupations abstraites. Derrière, il y a des préoccupations concrètes, y compris économiques. La question des salaires, la question des minima sociaux, ce sont des questions purement concrètes et économiques. Ensuite, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de droitisation par le bas, et ça c'est ce que montre Vincent Tibéri dans son chapitre, puis il en a fait un ouvrage. En fait, les Français sont tendanciellement, sur le temps long, de plus en plus alignés sur des valeurs, des demandes de gauche en matière d'immigration, de genre, de questions LGBT. Et clairement, ils se sont pas convertis au libéralisme économique depuis les années 80. Et ça marche aussi au sein des classes populaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une disjonction particulièrement entre les classes populaires et le reste de la population, ce qu'on entend parfois. En fait, ce qui a changé, c'est que les attitudes ne produisent pas nécessairement ou plus nécessairement les mêmes votes. En fait, jusque dans les années 80, nombre d'électeurs et d'électrices de gauche, ils avaient des attitudes hostiles à l'immigration, hostiles aux droits des femmes, hostiles aux droits des personnes homosexuelles. Mais en fait, l'encadrement politique et social de la classe ouvrière, il diffusait alors auprès d'une majorité d'ouvrières et d'ouvriers la centralité des questions économiques. On votait pour des politiques économiques redistributives par rapport à d'autres questions qui étaient considérées comme plus marginales, et des questions construites un peu en opposition comme culturelles, alors que on voit aujourd'hui dans la morphologie des classes populaires qu'elles y sont liées. Et en fait, cette articulation entre vote et attitude politique, ça amène à plusieurs conséquences. Ça signifie que si on veut faire gagner la gauche, il faut d'abord faire voter toutes celles et ceux qui ont des valeurs progressistes, des visions du monde progressistes, donc de mobiliser une forme déjà là de gauche, mais ça veut aussi dire que il faut faire adhérer le plus possible de personnes à ces valeurs progressistes.
Alors si on souhaite rassembler les électeurs et électrices qui partagent déjà une vision du monde assez proche de la gauche, on peut regarder, c'est ce que je fais dans mon chapitre, ce qu'ils et elles font lors des élections. Et en fait, force est de constater, parmi celles et ceux qui votent pas déjà pour la gauche, c'est déjà une grande partie qui vote pour la gauche, en fait, une très grande majorité s'abstient. Ce qui veut aussi dire que, et on cesse de le répéter, nous, en tant que scientifiques, mais bon, personne nous écoute, à part les militants de la France Insoumise. Et d'autres, mais pas beaucoup, hein. En tout cas, dans les médias, on n'est pas très écoutés, que les électeurs et électrices qui ont été perdus par la gauche, ou qu'elle n'a jamais mobilisé, en fait, ne sont pas majoritairement partis vers l'extrême droite, ou vers la Macronie. Et ça, en fait, c'est un résultat qu'on observe en France, mais qu'on observe aussi à l'échelle européenne. Donc ça, c'est une idée reçue, encore, qu'on remet en cause. Et donc, faire gagner la gauche, ça passe donc aussi par le fait de remobiliser électoralement une partie de ces abstentionnistes qui ont des visions du monde de gauche. C'est pas tous les abstentionnistes, évidemment. Et c'est le sens de la stratégie que la France Insoumise appelle du quatrième bloc. Hein. Alors, on peut considérer que c'est une stratégie qui est insuffisante, qui est ambitieuse, mais au moins elle suppose de modifier un comportement de vote, c'est-à-dire finalement de passer de je m'abstiens à je vais voter, et non pas tout un système de valeurs, de croyances, d'attitudes. Au contraire, changer son discours pour s'adapter aux valeurs des électeurs et électrices qui votent pour le RN, ou pour la droite, ou pour la Macronie, en fait, c'est risqué de ne pas attirer grand monde, c'est risqué de perdre des électeurs et électrices qui votent pour la gauche, et surtout, c'est risqué de donner raison à la droite et au RN sur les valeurs et leur hiérarchisation. Et en fait, c'est ce qu'a fait dans de nombreux pays la social-démocratie sur l'immigration, sur les politiques budgétaires. Raoul Gomez et José Lopez montrent dans leur chapitre combien ça a été très contre-productif pour cette social-démocratie. Et on pourrait ainsi se dire que cultiver les divisions territoriales, souvent assez factices, et il y a un superbe chapitre dans l'ouvrage de deux collègues, l'un spécialiste des questions urbaines, l'autre spécialiste des politiques rurales, qui montre bien qu'en fait il y a des dynamiques qui sont assez communes entre les territoires ruraux et les territoires urbains, où vivent les classes populaires. En fait, au lieu de cultiver ces divisions, qui sont souvent assez factices, ou cultiver les divisions entre fractions des classes populaires, il faut faire l'unité. Et là, je profite là sur le caractère assez désastreux des positionnements de la social-démocratie. On a encore un bel exemple au Royaume-Uni, hein, comme quoi on a beau écrire des articles, personne ne nous lit dans la social-démocratie. Le Labour s'est complètement aligné sur les thèses de l'extrême droite sur les questions d'immigration. Et donc, en fait, lui donne raison. Donc, évidemment, l'extrême droite engrange un succès électoral, un succès pour l'instant dans les intentions de vote, et le Labour connaît des résultats désastreux. Et se concentrer on pourrait aussi se concentrer sur les questions économiques en disant finalement c'est des préoccupations qui sont majoritaires, hein, voilà, ça peut permettre de fidéliser des électeurs et des électrices qui même peut-être un peu plus conservateurs sur d'autres questions, mais qui sont surtout préoccupés par les inégalités, le pouvoir d'achat, pourraient voter pour la gauche. Mais c'est pas une solution miracle non plus, parce que ce que montrent les travaux de sciences politiques, ça ne permet pas de capter de nouveaux électeurs et de nouvelles électrices, parce qu'en fait, les électeurs qui adhèrent à des positions conservatrices, en fait, se positionnent avant tout à droite, quelle que soit leur vision économique du monde, et c'est ce que montrent là encore Raoul Gomez et José Lopez dans leur chapitre. Alors, l'une des critiques à cette discussion sur les stratégies électorales, justement, et je vais en terminer par là, c'est le fait qu'on donne un poids peut-être aujourd'hui démesuré, en tout cas c'est l'une des questions qui est posée dans le livre, à la question électorale. Parce qu'on est dans des situations d'urgence permanente, parce que y a des campagnes électorales tout le temps, et que cette question elle est centrale pour les organisations politiques, parce que c'est ce qui nous permet de militer au quotidien, parce que c'est ce qui évidemment permet, toutes les organisations, permet d'accéder à des moyens. Or, en fait, si on veut, on peut mobiliser le déjà là de gauche, c'est la stratégie du quatrième bloc, mais s'il y a une volonté de faire progresser les valeurs progressistes, en fait, ce travail, il est inévitablement long, il est fastidieux, il n'est pas nécessairement rentable à court terme, donc évidemment, c'est un travail délicat, il nécessite du travail militant, de terrain, pour reconstruire, revitaliser des sociabilités qui sont pas fermées, qui sont inclusives,
qui limitent des attitudes intolérantes, méritocratiques, et qui permettrait de diffuser finalement une certaine vision du monde social qui est peut-être pas celle qui existe aujourd'hui dans la plupart des sociabilités des collectifs. Et il y a un beau chapitre de Sophie Bérou sur l'importance du syndicalisme comme vecteur finalement de politisation, parce qu'il diffuse, en tout cas parce que au sein du syndicalisme, il y a des tentatives de diffuser justement ces sociabilités inclusives et non pas méritocratiques qui seraient du chacun pour soi. Et pareil, il y a un très beau chapitre de Julien Michy, qui est spécialiste lui du militantisme communiste et qui montre comment le militantisme communiste a eu un rôle central en fait, par ses réseaux pour diffuser du capital militant. Mais il rappelle aussi finalement comment parfois ne pas construire des espaces attentifs à l'inclusion des femmes, des moins qualifiées, des personnes étrangères, et ça n'a pas du tout été évident au sein des réseaux communistes, et ça a engendré des limites importantes finalement dans la diffusion et la diffusion du capital militant et des valeurs progressistes. Évidemment, il y a aussi, et je vais en terminer par là, un travail de politisation des valeurs qui passe par la modification de l'agenda et du cadrage médiatique et intellectuel. Alors c'est un combat qui peut nous sembler perdu d'avance aujourd'hui, et il y a dans son chapitre, Vincent Tibéri montre bien qu'on assiste à une droitisation par le haut du champ médiatique et politique, évidemment, qui met au centre l'immigration, et plus intéressant ici pour l'ouvrage, qui invisibilise les classes populaires, au moins une partie des classes populaires. Et donc évidemment, c'est un travail qui peut sembler perdu d'avance, mais qui est nécessaire, parce que ça explique aussi pourquoi aujourd'hui les attitudes hostiles à l'immigration génèrent des comportements électoraux de manière quasi systématique en faveur de l'extrême droite. Et ainsi, alors que je partais d'une question qui était assez électorale, comment faire gagner la gauche, et en fait le travail politique nécessaire, il dépasse complètement la seule dimension des campagnes électorales, même si elles sont évidemment nécessaires. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire le livre. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Désolé du retard. J'étais pourtant parti en avance pour une fois. Mais les bouchons ont décidé véritablement autrement. Je me suis dit, en plus, c'est les vacances scolaires, on se trouve plus tranquille sur la route. C'est un échec total. À contrario de ce livre, qui est un succès total, à mon avis. Et pour une bonne raison, c'est que ça fait déjà le 3e, 4e ouvrage de l'Institut La Boétie. Mais surtout, c'est sur le même mode que la résistible ascension de l'extrême droite, où finalement on peut remercier les chercheuses et les chercheurs qui ont bien voulu contribuer à cet exercice. Et c'est aussi un beau succès pour l'Institut La Boétie d'avoir réussi à obtenir ce résultat politique. Et je veux d'abord le pointer. Tristan le disait juste avant, vous l'avez applaudi et à juste titre, mais il a rappelé quand même que tout le monde, quasiment tout le monde, voilà, précaution à toi, se fichait des travaux que lui faisait et d'autres sur les questions des sciences humaines et sociales, et que ça commence à être un peu une constante, en tout cas au sein de la social-démocratie, c'est à mon avis acquis, mais même plus largement au sein du champ politique. Et je suis bien placé pour le voir à l'Assemblée nationale, où on pourrait croire que parce que là on réfléchit plus, on fait des amendements, etc., on est en lien avec la recherche, le plus haut niveau, etc. Oui, nous on a ce réflexe-là à chaque fois, mais c'est pas du tout automatique. D'ailleurs, il est assez inquiétant de voir qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, quand il y a des rapports d'information qui sont faits par des députés, c'est assez rare qu'il y ait des auditions de chercheuses et de chercheurs en fait sur les domaines sur lesquels on réfléchit quand on réfléchit sur les politiques publiques. On va auditionner les administrations, les syndicats, des gens connus, et voilà. Mais les chercheuses et les chercheurs, c'est quand même marginal, surtout en sciences humaines et sociales. Autant des économistes, ça peut arriver, même si du coup les économistes sont censés être dans les sciences humaines et sociales. Enfin, certains se considèrent sans doute d'un autre type, surtout quand ils sont du système. Mais je veux dire par là qu'en tout cas, ce livre, il est extrêmement important. Parce que on a toutes et tous, en tant que militantes et militants, des intuitions. On se dit,
j'ai l'impression que ce message-là, à la fin, ça fait plutôt gagner l'extrême droite, ou j'ai l'impression que cette manière-là de militer nous a permis de voir des abstentionnistes se remobiliser et venir aux urnes. J'ai l'impression que le porte-à-porte que j'ai fait, ça a donné des résultats. Bon, mais on est tous là avec nos sentiments, nos ressentis et nos vécus militants, sans pouvoir se dire, au final, est-ce que c'est bien la bonne direction? Alors, ce qui nous permet de voir, en tout cas d'essayer de voir, de constater que c'est la bonne direction, souvent pour nous, militantes et militants qui participons au jeu électoral, c'est le résultat des élections. Et on a fait un bon résultat, c'est qu'on a bien fait. Des fois, non, peut-être que on n'a pas juste bien fait, on a fait comme d'habitude, mais que les éléments de la séquence politique font que telle question a surplombé ou telle question a surplombé. En dépit de notre bonne ou de notre mauvaise volonté, ça peut arriver. Et quand c'est un échec, on dit que c'est pas forcément de notre faute et qu'on fera mieux la prochaine fois. Bon, c'est normal, il faut garder un peu d'optimisme, mais c'est pourquoi on a besoin quand même d'aller voir de très près ce que fait la recherche. Moi, j'avais en tant que jeune étudiant lu avec beaucoup d'intérêt le livre sur l'abstention. Et sur les abstentionnistes je vais pas retrouver leur nom. Braconnier et Dormagin. Voilà, Braconnier et Dormagin, merci Tristan, et qui ne donnait pas non plus de débouchés politiques. Enfin, ce bouquin, il est bien, il décrit bien les choses, mais moi j'étais resté sur ma faim, en me disant c'est vrai que c'est quand même un problème en soi. Je m'étais dit c'est un problème en soi que des gens n'aillent jamais voter ou peu voter, alors que ils auraient toute légitimité. Et puis le vécu militant me faisait dire que y compris parce qu'on milite beaucoup plus facilement dans les quartiers populaires que dans les beaux quartiers, que le ressenti qu'on avait, c'était que quand même les gens qui disent non, moi la politique ça me saoule, quand on arrive à les attraper au porte-à-porte, à mettre le pied dans la porte pour qu'elle se referme pas tout de suite, que quand on développe, finalement assez vite on converge, assez vite on se dit mais vous savez que ce que vous êtes en train de dénoncer, nous on dénonce la même chose dans notre programme et on propose ça. Oui, c'est ça qu'il faudrait faire. Du coup, à mon avis, votez pour nous, quoi. Ça me semble à peu près évident. Et c'est toujours là où ça bloque un petit peu, en disant oui, mais bon, vous savez, ça change rien, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Enfin, on connaît ça, vous le voyez. Alors, des fois, les élections sont truquées, effectivement, on nous le dit. Et donc d'avoir tous ces éléments dans le bouquin qui sont en fait les questions qu'ont traversé une partie de la gauche de rupture, parce que certains se posent pas trop de questions, mais en tout cas une partie de la gauche de rupture, de savoir est-ce que on n'a pas dans toute cette équation en parlant justement des droits des femmes, des droits des minorités, des LGBTQIA+, est-ce que de l'immigration, est-ce qu'on n'a pas oublié de parler du social, du salaire, de ce qui faisait la grandeur de la classe ouvrière et des revendications ouvrières, et donc la grandeur du Parti communiste français et du Parti socialiste à son époque quand François Mitterrand a gagné. Alors, je résume, mais en gros c'est ça la question. Et puis est venu s'ajouter un certain nombre de débats, notamment avec mon ex-collègue de groupe et toujours collègue député François Ruffin, par exemple, qui a été la pointe avancée de ce questionnement entre les tours et les bourgs, entre les centres-villes urbains et la ruralité. Au départ, d'ailleurs, pour avoir une réflexion en disant comment on fait du commun. Est-ce qu'il y a vraiment du commun? En fait, en réfléchissant, sans avoir lu, j'avais pas encore lu les chapitres parce que le bouquin n'était pas encore sorti, on avait nous-mêmes vu des tas de points communs entre ruralité et le monde urbain et les classes populaires, en fait, de ces deux environnements, qui étaient notamment le faible accès aux services publics. En plus, on le sait tous, c'est une évidence pour tout le monde. On sait que c'est galère de trouver un rendez-vous médical, que ce soit en quartier politique de la ville ou quand on est dans la ruralité éloignée et qu'on n'a pas de capital culturel ou social qui nous permet de connaître dans la famille quelqu'un qui est médecin ou qui connaît quelqu'un qui connaît. Bon. Et donc, évidemment, les problématiques sont les mêmes, que les classes surchargées à la campagne, il y a un équivalent de classes soit pas forcément surchargées, mais qui accumulent les problématiques sociales, les jeunes profs qui arrivent, etc. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec finalement une éducation qui est dégradée dans les deux cas, etc., etc. Et finalement, l'épilogue de ce questionnement a été:
et vous l'avez vu et on l'a constaté, un changement de discours de la part de François et d'autres camarades en disant mais en fait quand on parle par exemple des violences policières, ça nous met à dos des gens dans les campagnes, dans la ruralité, parce qu'ils ne vivent pas les violences policières et que même ils sont plutôt du côté de l'ordre ou du côté des forces de l'ordre. Je mets des guillemets, j'interdis normalement les camarades d'utiliser cette expression. On dit dites ce que vous voulez, mais pas force de l'ordre, force de sécurité publique. Si vous voulez absolument dire force, vous dites police, gendarmerie, ça marche aussi. Et donc de se dire que ça nous détourne d'une bonne partie de l'électorat populaire qui serait plus sensible que l'électorat populaire en réalité, plus sensible aux injonctions médiatiques, nous cataloguant comme des fous furieux, anti-flics, je sais pas trop quoi, islamo-gauchistes et j'en passe. La réalité est assez différente puisque c'est démontré dans le bouquin, et que par ailleurs, en cotisant à ça, en disant ce message-là, c'est pour ça que j'en veux dans une certaine mesure un certain nombre de camarades, ils cotisent à la rupture fantasmée, mythifiée entre classe populaire de la ruralité et classe populaire des quartiers. En faisant ce bouger-là, en argumentant de la sorte, eux-mêmes alimentent une division qui n'a pas lieu d'être. Et ça les intéresse parce que dans une séquence où on est diabolisé, vous avez vu, et moi je vais être un peu en surplomb aussi sur le livre par rapport à la séquence politique dans laquelle on se trouve, évidemment, c'est mon rôle aussi, se joue une recomposition de la gauche, puisque tentative de recomposition, on peut dire c'est comme ça, puisque la social-démocratie qui a été par la force des choses obligée d'être avec nous sur notre base programmatique n'est en réalité et n'a jamais vraiment été d'accord avec le programme de rupture avec la société capitaliste que nous proposons, et encore, même en vous disant programme de rupture avec la société capitaliste, j'en rajoute parce que en réalité le programme du NFP, certes, il affronte le système, mais c'est pas non plus le programme le plus révolutionnaire de l'histoire de France. Et ceux qui regardent le programme de 81 peuvent se dire qu'à bien des égards, il est sans doute plus radical que celui du NFP, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça va dans l'autre direction par rapport au sens de l'histoire actuelle et des politiques publiques actuelles, ce qui est déjà essentiel. Et donc, finalement, le système est ainsi fait que quand vous êtes contre l'idéologie dominante et les messages dominants, vous vous en prenez plein la tête, vous passez loin dans les médias, ou quand vous passez dans les médias, c'est du 5 contre 1, voilà, et que finalement être de l'autre côté, ou en tout cas de faire un pas de côté, vous permet quand même d'avoir une situation médiatique plus confortable. Et donc certains ont pu se dire, et nous-mêmes parfois en réunion de groupe ou à l'Assemblée nationale, on peut se poser la question, est-ce que, oui, mais si on maintient cette position, même si on pense qu'elle est juste et qu'elle est fondée, est-ce qu'on va pas encore avoir une polémique? Est-ce qu'il faut pas qu'on fasse gaffe? On n'a pas trop parlé de ça, comment on fait? Alors à chaque fois, mon sentiment sur le sujet, il est fait, c'est que de toute façon, polémique, si elle aura lieu, et si elle n'a pas lieu, elle sera sur un autre sujet, donc ça changera rien au fait qu'il y ait une polémique, puisque on affronte le système. Il faut arrêter de croire que on va un jour nous dire qu'on est géniaux, trop fort, que notre programme est le meilleur, etc. Oui, il y a des fenêtres de tir, ça arrive. J'ai déjà vu des journalistes se perdre dans ce genre de commentaires concernant notre programme, disant qu'il est génial, trop bien fait, etc. Mais souvent, c'est pour dire une méchanceté derrière, et que ça ne pourra pas aboutir. Mais il est vrai que quand vous faites ça, vous avez une apparition médiatique qui est renforcée. La question qui pourrait se poser légitimement pour les gens de gauche que nous sommes, c'est est-ce que cette stratégie-là, y compris politique, d'affichage, de pas de côté, vous permet ensuite de récolter davantage de scrutin et d'améliorer votre position électorale? La réponse, on l'a à la fois dans d'autres pays, ça a été rappelé par Tristan, la réponse est non. Et même en France, on l'a aussi, la réponse est non. Moi, je suis assez abasourdi de voir, il y a Fabien Roussel, je pense que c'est un bon exemple, puisqu'il a montré qu'il a essayé de gratter sur les marges pas vraiment de gauche des classes populaires, et que ça n'a pas fonctionné. Et quand je dis ça n'a pas fonctionné, ni nationalement dans son discours pour l'élection présidentielle, et encore moins localement, puisqu'il n'a pas été réélu député et que le RN l'a emporté
dans sa circonscription. Et qu'en plus, il continue de cotiser à ça, je comprends pas pourquoi. Bon. Et sachant qu'en plus, le système médiatique, quand il a intérêt à vous mettre à vous faire apparaître parce que vous tapez sur les autres, vous prend, mais sinon, après, il peut vous oublier aussi du jour au lendemain et vous disparaissez de la carte, ce qui se passe un peu quand même pour Fabien Roussel depuis qu'il n'est plus député et qu'il n'est plus à l'Assemblée nationale. Donc on a la réponse à cette question. Et puis, pire encore, on voit aussi que, évidemment, la manière dont on fait campagne, pas juste pendant les campagnes électorales, mais en général et sur le long terme, fait que les éléments de discours qu'on va donner vont imprimer ou pas dans la société, vont s'ancrer ou pas dans la société. Et qu'il faut pas oublier que la capacité qu'on a à porter des messages sur le temps long va aussi transformer, parce que on est aujourd'hui une organisation, je vais pas dire une organisation de masse parce que ça nous emmènerait trop loin dans la description, mais en tout cas une organisation qui parle à la masse des gens. Et donc nos messages sont des identifiants politiques sur lesquels on peut s'appuyer maintenant sur le temps long. Depuis 2016, ça va bientôt faire bientôt 10 ans que la France Insoumise est dans son tant que tel, mais même le Front de Gauche déjà avant qui avait imprimé un certain nombre de messages, et que c'est finalement ce temps long dont parlait Tristan, qui fait que des messages politiques et des orientations politiques sont toujours dans le champ politique et auxquels les gens peuvent se raccrocher. Pourquoi je dis ça? Parce que dans des tas de pays européens chez nos voisins, justement là où il n'y a plus que la social-démocratie qui a repris les slogans de la droite, etc., il n'y a plus de gauche de rupture, il n'y a plus d'équivalent comme nous, capable de faire des scores et de s'adresser à la masse des gens comme nous, ce qui fait que c'est terminé. Je veux dire, pour reconquérir une position, ça va être extrêmement complexe. Et notamment sur les questions d'immigration. Je veux dire, Jean-Luc le rappelle souvent, et il a raison, Jean-Luc Mélenchon, de rappeler que nous sommes quand même un ovni politique en Europe, pour la gauche de rupture que nous représentons vis-à-vis des résultats électoraux que nous faisons. Et pourquoi? Parce que d'une part, je pense qu'on a plus à cœur que d'autres d'être attaché à une forme de réflexion politique liée à la recherche, c'est un premier point, et qu'on martèle des messages et qu'on n'en change pas tous les 4 matins. Parce que ça transforme le champ politique. C'est pas vrai que des questions... comment je vais vous dire ça différemment. Beaucoup croient dans leur manière de militer et de faire de la politique, et ça vaut sur tout le champ politique, que en gros il y aurait une sorte de gâteau électoral immuable, éternel, qui ne bougerait jamais. Et la question, c'est comment on articule son discours pour avoir la plus grosse part de gâteau. Ok, donc alors j'ai mon socle électoral, le gens de gauche-gauche, donc je vais faire un discours gauche-gauche, mais il y en a qui sont pas gauche-gauche quand même, ils sont un peu moins de gauche, notamment sur les questions immigration. Je reprends cet exemple-là. Donc je vais oublier de parler de ça, comme ça je vais avoir une part de gâteau plus grande de ce côté-là, et je pourrais peut-être être majoritaire et transformer la société. Mais en réalité, c'est oublier aussi que le militantisme permet aussi de transformer ce gâteau, et qu'il soit plus de même nature, qu'il ait plus le même goût, soit plus composé des mêmes idées. Bien sûr que ce qu'on pense en 2025 n'est pas ce que les gens pensaient en 1960. Et c'est normal et c'est tant mieux parce que ça a été traversé de tout un tas de choses. Tout un tas de choses, évidemment, le capitalisme est sans doute la chose et ses propres mutations qui traversent le plus la société et qui, du coup, matricent le plus les choses. N'empêche que la politique, les politiques publiques jouent aussi un rôle là-dedans, et les militants politiques en particulier, pour donner des clés de lecture, des clés de compréhension du monde qui nous entoure, et qui permettent ensuite que des idées deviennent des forces concrètes et matérielles. Je vais pas faire mon marxisme de base, mais quand même un petit peu. Bon. Donc, c'est pourquoi les camarades qui font des pas de côté ou refusent de parler d'un certain nombre de sujets pour éviter la polémique ne rendent pas service à la cause au global. Pire, c'est qu'ensuite, une fois, quand bien même ils gagneraient sur cette stratégie, ce que je ne crois pas pour plein de raisons, parce qu'à la fin, je pense que la bourgeoisie, les macronistes et la droite sont mieux organisés pour faire ça, parce qu'ils ont l'appareil, ils ont tous les appareils à leur disposition, notamment l'appareil médiatique, qu'en plus, à la fin, c'est pas vrai que vous pouvez arriver en disant, bon, je vous ai pas parlé d'immigration dans ma campagne, j'ai même évité d'en parler parce que je pensais que les gens de gauche des campagnes, sinon ils voteraient pas pour moi, mais à la fin, je vais quand même régulariser tout le monde.
Et ben en fait ça marche jamais comme ça. Enfin voilà, et parce que du coup en plus vous n'aurez pas l'adhésion nécessaire des gens pour appliquer le programme. C'est ce que rappelle Clémence à juste titre à la fin du livre, c'est que pour mettre en place un programme de rupture, il faut être élu sur un programme de rupture pour qu'ensuite les gens soient bien au courant du programme de rupture qu'on va devoir appliquer, parce qu'on va avoir besoin du soutien populaire dans beaucoup de situations. Parce que faut pas croire qu'en face ils vont pas se défendre. Ils se défendent déjà aujourd'hui. Vous voyez comment ils nous essaient de nous faire taire, nous caricaturer, etc. Bon, la bonne nouvelle, quand même, dans tout ça, moi en tant que militant, c'est quand même l'élection européenne de 2024 qui a marqué un fait nouveau, qui est la surmobilisation. Alors elle est encore timide, mais elle existe, des quartiers populaires dans ce scrutin des européennes, dans les milieux urbains. Surmobilisation qui, je le sais et je l'ai vu, n'a pas eu lieu dès qu'on est arrivé dans le périurbain ou dans le rural, en tout cas pas dans les proportions qu'on voit dans les grandes villes. Et la question qui nous travaille tous les uns les autres, c'est qu'on a revu ces gens pour les législatives qui suivaient, mais il faut dire qu'une dissolution 30 jours après, le niveau d'intensité fait que les gens se bougent, viennent et votent. Et là, pour le coup, ces législatives ont montré aussi une chose, c'est que quand il y a une surmobilisation, c'est-à-dire quand il y a juste l'abstention qui recule en général, bah oui, ça nous profite pas forcément. En fait, ça dépend des endroits. Ça dépend de la composition sociologique des endroits, évidemment. Quand c'est des abstentionnistes plutôt de gauche, comme l'a décrit Tristan, bah vous avez des meilleurs résultats, et quand c'est les autres, ben c'est les autres qui encaissent, et notamment le Rassemblement national. Donc reste à savoir si. Qu'est-ce que je voulais que je change de micro peut-être, crépite. Ça va rien changer. Ouais, faut qu'elle. Ça va. Je pense qu'il marche mieux celui-là. Moi, j'ai pas de problème. Allez. Et la question est de savoir si, notamment en milieu urbain, est-ce que les gens qui sont venus voter, qui se sont surmobilisés aux européennes puis aux législatives, vont-ils revenir aux municipales qui ont lieu dans 6 mois? Scrutin de moins grande intensité, etc. Puisque les retours qu'on a du terrain, qu'on voit, c'est que quand même, effectivement, le fait d'avoir investi la question palestinienne a été un déclic pour des tas de gens qui étaient défiants envers la politique et qui se disent, puisque c'est ce qu'ils nous disent au porte-à-porte, vous avez tenu bon, vous êtes les seuls, et ça, on respecte. Parce que le niveau de défiance envers la politique est très élevé chez ces abstentionnistes là, et que la question de la confiance dans les politiques et dans les organisations politiques, elle est centrale pour eux, pour savoir s'ils vont aller voter ou pas. Est-ce que je peux leur faire confiance? Et le fait d'avoir tenu bon contre vents et marées est clairement un acte important. Mais, il y a un gros mais, c'est que c'est pas du tout un acte suffisant. Puisque 100% des gens qui me disent ça, personnellement au porte-à-porte, ensuite me demandent ce qu'on propose quand même pour les municipales. Hein, c'est quand même pas fou. C'est pas bon, ok, vous avez tenu bon sur la question palestinienne, mais enfin, mon quotidien, ça m'intéresse de ce qui va se passer dans mon quartier, mon logement, mes déplacements, mon salaire. Mon salaire, c'est pas la commune, mais en gros, le reste, quoi, le programme. Et c'est assez étonnant. Je rencontre des gens au porte-à-porte qui sont venus voter pour nous aux européennes parce qu'on a investi cette question-là, mais qui en fait sont assez mal informés et ne connaissent pas vraiment le reste de notre programme politique. Alors ça tombe bien, puisque on a un programme qui est adapté aux gens qui sont dans des situations de domination dans la société. Donc en fait, quand on le décline, il s'y retrouve très très vite. Enfin, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit ah bon, vous proposez ça, bah du coup non, je voterai plus pour vous. Non mais ça pourrait, je veux dire, au final, je pourrais on pourrait tomber sur des gens qui aient cette analyse-là, mais c'est pas le cas. Et donc à ce moment-là, on a quand même à se dire que la fois dernière, Jean-Luc a fait 22%. Il a manqué 400 000 voix pour être au deuxième tour. Et donc, ces 400 000 voix, elles sont apparues, d'une certaine mesure, aux européennes, puis aux législatives. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à les avoir la fois d'après? Et est-ce que dans ces grands mouvements de tentatives de recomposition à gauche avec le Parti socialiste qui a acté sa rupture avec nous, est-ce que c'est suffisant pour que l'électorat se regroupe à nouveau autour d'une candidature, d'un programme de rupture,
en 2027 ou avant, qui permettent d'aller au deuxième tour. Et question suivante, est-ce que le positionnement politique qui est le nôtre et la base électorale qui sera la nôtre sera suffisante pour qu'ensuite, face à l'extrême droite, nous puissions l'emporter au deuxième tour? Puisque vous avez compris que ce que disent les autres pour critiquer, par exemple, le point de vue qu'on est là, qu'on prend là, d'aller chercher les abstentionnistes et de maintenir un discours de rupture, disent oui, mais si vous faites ça, certes, peut-être vous faites une bonne candidature de premier tour, peut-être que vous allez atteindre votre objectif politique, mais vous ne gagnerez pas au deuxième tour. C'est quand même ça ce qu'il va raconter matin, midi et soir. Bon, là, il n'y a pas de chapitre sur comment on fait pour gagner au deuxième tour. Ce sera peut-être le prochain bouquin de la CGT. Je ne sais pas où en seront les recherches à ce moment-là. Moi, j'ai ma petite idée sur le fait que, évidemment, face à nous, je sais quel camp a déjà choisi, ça sert à rien de parler de futur, le grand capital, et que justement, pour ceux qui suivent l'épisode budgétaire actuel dans le détail, vous voyez ô combien le Rassemblement national est en train de rechanger tout doucement de ligne sur les questions fiscales, en ne prenant que marginalement aux riches, là où eux-mêmes avant avaient un discours qui pouvait parfois se confondre avec le nôtre dans le discours, je veux dire dans les slogans, en disant oui, c'est insupportable ceux d'en haut qui payent pas les impôts, alors que les petites gens, les petits entrepreneurs payent les impôts. Là, bon, c'est plus ça, quoi. Et quand on regarde dans le détail des amendements, c'est plus ça non plus. Donc il y a une opération, une clarification aujourd'hui, mais parce que Marine Le Pen, Jordan Bardella, Jean-Philippe Tanguy, puisque c'est lui qui suit plutôt les questions finances à l'Assemblée nationale, savent parfaitement que ils auront besoin du système capitaliste. C'est-à-dire ils sont pas si opposés que ça au système capitaliste de toute façon de base, d'emblée, dans leur conception du mode de fonctionnement du monde. Et donc se bouger se fait assez tranquillement. Vous savez aussi que ce terrain est derrière tout ça, et que lui, il a de l'argent, il aime les gens qui ont de l'argent, il veut défendre les intérêts de ceux qui ont de l'argent, et il veut un programme d'extrême droite au pouvoir, et pas un programme révolutionnaire qui va faire que on va partager les richesses. C'est pas son objectif politique. Et il a poussé un intellectuel, dont je sais plus quel est le nom, un pseudo-intellectuel, qui est justement là pour essayer de réorienter la ligne du Rassemblement national définitivement pour en refaire une ligne libérale du point de vue économique 100% libérale. Mais on avait déjà tous les indices, les vieux militants que nous sommes pour certains d'entre vous avaient déjà pointé le fait que quand ils voulaient augmenter les salaires, il a jamais été question d'augmenter le SMIC en tant que tel. Il a toujours été question d'augmenter le net. C'est-à-dire de diminuer les cotisations sociales et d'appauvrir la sécurité sociale, les systèmes de solidarité et tout ce qu'on raconte sur l'égalité et ce que vous disiez Tristan tout à l'heure sur le fait que les électeurs populaires du Rassemblement national sont pas d'accord pour l'égalité, ils sont d'accord pour la méritocratie parce qu'ils pensent qu'il y en a qui méritent plus que d'autres en fonction de, évidemment, je vous laisse terminer la phrase là-dessus. Donc, on a quand même aujourd'hui la social-démocratie qui veut se recomposer pour ne pas appliquer ce programme de rupture. Alors, est-ce que on peut se poser la question de la sincérité de leur démarche? Est-ce qu'ils font ça parce qu'ils sont cyniques et qu'ils pensent qu'il faut faire comme ça pour accéder au pouvoir? Ou est-ce qu'ils sont sincèrement pas d'accord avec le programme de rupture du NFP? S'ils sont sincèrement pas d'accord avec le programme de rupture du NFP, ça veut dire qu'ils avaient déjà prévu de trahir au moment où ils ont signé le programme. Pas cool. Moi, j'ai un sentiment quand même, c'est pas loin d'être mon sentiment. Mais la suite, en tout cas, c'est que clairement, si dans cette séquence politique-là, il est en train de se jouer la stratégie des petits pas, de se dire la suspension de la réforme des retraites, c'est une victoire, c'est un acquis, au mépris de tout le reste du projet de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de finances tout court, qui fait que vous avez compris que ce décalage, qui n'était pas du tout une suspension, mais bon, peu importe, à la limite, de toute façon sera financé non pas par des cotisations nouvelles, mais bien par des économies prises ailleurs. Et que de toute façon, dès le départ, c'est une arnaque. Rien que pour cette raison-là. Pure et simple, c'est-à-dire que c'est pas une victoire. Si vous le prenez ensuite sur les remboursements des frais médicaux, si vous le prenez sur le carrière longue ou sur machin, c'est pas une victoire, je suis désolé. Ça peut pas être une victoire. Le seul moyen que ce soit une victoire, c'est qu'on prenne davantage sur le capital.
C'est tout. Qu'on modifie la ligne de partage entre travail et capital dans l'allocation de la valeur ajoutée. Bon. Et c'est pas du tout ce qui est fait par ce budget. Et pire encore, ça fait passer tout le reste. Absolument tout le reste de la logique du projet de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de finances, avec le discours sur la dette, la stabilité, machin, etc. Mais quand même, des tas de gens se disent que oui, mais bon, c'est jamais, c'est déjà toujours ça de prix, et puis vaut mieux ça que pire. Mais c'est ça qui joue dans la séquence. C'est exactement ça qui joue dans la séquence. C'est finalement très psychologique. Et c'est là où on voit que la ligne de partage et les sondages qui viennent de tomber sur les codes de popularité des dirigeants politiques ont montré un effondrement de la popularité dans l'électorat de gauche, mais en général, de tout ce que certains pourraient qualifier comme traître. Bon, je sais pas s'il faut dire ça, mais en tout cas, en tout cas, ils perdent tous des plumes dans la séquence. C'est-à-dire qu'en plus, on a la démonstration dans la séquence que c'est absolument un mauvais calcul à visée électorale. Donc, je récapitule. Si vous ne tenez pas bon sur le fond du programme, sur ce qui fait que ce programme est de gauche et de rupture, je vous fais pas la liste, vous l'avez comprise. Si vous lâchez là-dessus, soit vous prenez le risque de ne pas gagner, au final, parce que les gens, c'est bon, ça les a saoulés, c'est dégoûté, parce que de toute façon, le système médiatique est un rouleau compresseur pour vous en empêcher, soit vous faites gagner les autres, vous aidez même à faire gagner les autres, parce que vous venez sur leur terrain et que vous validez leur thèse. C'est quand même l'hypothèse aussi, je décale d'un cran. Imaginons, on n'aurait pas été à la France Insoumise de gauche avec l'Institut La Boétie. Imaginons, on est chez les macronistes. Et on se pose les mêmes questions. Non, mais je veux dire, non, mais la politique fiction, c'est important. Ouais, des fois, ça permet de faire sourire et de se détendre un peu. Imaginons, nous sommes macronistes et on voit que là, franchement, ça va plus en ce moment, quoi. Pas si fiction que ça. Ouais, pas si fiction. Ça va plus. Et on se pose des grandes questions. Quel électorat, comment reconquérir l'électorat de 2017, comment retrouver une majorité dans le pays pour gouverner là-dessus. Ils se sont finalement posé la question un peu tout le long et différemment, en disant ils ont beaucoup joué avec l'extrême droite et instrumentalisé l'extrême droite contre nous, ils continuent de le faire évidemment, mais il y a un problème, c'est qu'à la fin l'extrême droite gagne vraiment du terrain électoral pour de vrai, avec des vrais députés. Des vraies voix dans les bureaux de vote. Non, mais je le dis, je veux dire, c'est... Et ils se sont dit, comment enrayer ça? Ça fait quand même plus de 2 ans où d'autres avaient déjà essayé avant eux, mais bon, eux particulièrement se sont dit, il faut aller sur leur terrain. Et on va montrer que nous, on est dans l'action sur leur terrain. Donc, on va expulser davantage d'immigrés, on va faire davantage de QTF, on va durcir les choses, on va s'en prendre à tous les délinquants et à la jeunesse délinquante. Là, c'est Gabriel Attal qui avait cotisé, vous vous souvenez avec son texte la dernière fois, moi je l'ai porté devant le Conseil constitutionnel, qui disait en plus, c'est parce que les parents sont défaillants et on va les pénaliser et vous allez voir, on va leur mettre des sanctions parce que comme ça, ils s'occuperont bien de leurs gosses, ce qui ne marche jamais d'ailleurs, tout en passant. Mais ils se sont dit, voilà, si on fait ce que demande l'électorat du Rassemblement national à la place du Rassemblement national, alors les gens voteront pour nous et non pas pour le Rassemblement national. C'est quand même ça l'hypothèse qui est la leur. Et on sait ce que ça donne. C'est bon, on a compris, ils font plus de 30% aux européennes, on fait une dissolution et c'est eux qui l'emportent. Et on sait ce qui fait qu'ils ne l'emportent pas à la fin aux législatives, un programme de rupture qui tient bon, parce qu'effectivement, en cas de surmobilisation, en cas de surintensité électorale, la surmobilisation n'advient que si les gens se disent ok, ça vaut le coup, ils ont tenu bon aussi sur leur programme. C'est parce qu'il y a un programme de rupture et qu'il y a l'union, mais d'abord un programme de rupture, que les gens de gauche abstentionnistes se bougent et viennent. Si vous n'avez pas le programme de rupture, les gens de gauche abstentionnistes ne se bougent pas. Et pareil, on a d'autres exemples à l'international de comment certains ont fait des campagnes parce qu'il y a des primaires dans leur pays, tout ça, et à la fin ils font des
des programmes qui sont pas vraiment de rupture. Et quel est l'électorat qui leur manque le premier et le plus vite? L'électorat jeune. C'est le premier à s'effondrer quand ils font des campagnes comme ça. Parce que les gens aujourd'hui, ils sont plus effectivement dans les lieux de sociabilité, comme le disait Tristan, les syndicats, etc., qui fait que de toute façon ils iront voter, que de toute façon on aura leur voix, etc. Non, ils sont très sensibles au programme, au discours, ils regardent à la constance sur le temps long, etc. C'est pour ça que c'est ça qui a fait notre force, qui continue de faire notre force et qui continuera de faire notre force. Et pour ça, on a un livre qui vient l'expliquer, le détailler. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien que nos je sais pas comment on dit d'ailleurs, futurs ex-camarades d'alliance, bref, les gens qui ont composé le NFP, ça serait bien qu'ils le lisent et qui répondent aussi sur leur point de vue, leurs analyses, etc., qu'il y ait du débat sur le sujet, parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils sont un problème eux-mêmes de l'équation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils nous diabolisent eux aussi, ils font un contre leur camp au sens direct, mais au sens large aussi. Voilà. Donc, mais ça ne nous empêchera pas de tenir bon sur le sujet. Et je crois que de toute façon, la force va à la force. Et que la séquence municipale qui va arriver va être aussi, je pense, une démonstration de plus de la capacité d'ancrage de la France insoumise. Je sais en milieu urbain, et je le dis, et vous le comprenez bien, je sais qu'on est à Borin, ça m'a pas échappé, j'ai commencé ici à faire du karaté quand j'avais 7 ans à Borin. Voilà, bon, bref, on s'en fiche, mais je connais un peu le coin. Et je sais que c'est pas à Borin qu'on va gagner les élections municipales en 2026. Je sais que ça va être compliqué dans la ruralité du Nord, mais comme du Pas-de-Calais, mais comme dans le pays tout entier. Et qu'on aura plus de chances dans du périurbain où il y a des classes populaires telles que l'ont décrite Tristan, et où on va pouvoir consolider des bases. Mais on va pouvoir avoir des bases. C'est-à-dire des mairies, des endroits où on va... Et là, ça sera à nous de faire le job, d'appliquer le programme de rupture sur lequel on se fera élire, y compris aux élections municipales. Ça va être une autre paire de manches. Parce que les municipalités aujourd'hui n'ont plus les marges de manœuvre qu'elles pouvaient avoir avant. Je vous parle même pas de la fiscalité locale, etc. Mais vous le savez, n'empêche qu'il y a plein de choses à faire, plein d'identifiants à mettre en place. Et on sera entendu au tournant. Mais si on arrive à faire cette opération-là, c'est une nouvelle phase d'ancrage qui sera aussi un point d'appui pour tous les camarades dans les milieux populaires de la dite ruralité. En disant, mais regardez, c'était fait là-bas, ils arrivent à le faire, etc. Pourquoi pas nous? Et ça donne une capacité d'entraînement et une capacité de mobilisation. Dit autrement, c'est pas parce qu'on fait des moins bons scores à la campagne qu'il faut se démobiliser, arrêter de faire campagne. Pourquoi? Parce que si ça se joue à 400 000 voix, chaque voix va compter dans le pays. Toutes. Même si on en fait moins dans la ruralité, on en fait quand même et il faut les faire. Et il faut aller chercher tous les gens qui sont dans la marge dont parle Tristan et qu'on mobilise les argumentaires qui sont les nôtres. Et pour le coup, la situation politique va nous aider à latéraliser entre nous et le Rassemblement national. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il va plus y avoir 36 000 choix. Donc, il faut garder la tête froide et garder le cap, continuer de s'organiser. Et à la fin, je vais pas dire que c'est nous qu'on va gagner parce que voilà, sinon ça va faire de finesse. Mais je suis sûr qu'en tout cas, on est en capacité d'enclencher la révolution citoyenne. Et pour le coup, l'élément déclencheur là de la dissolution des législatives, le haut niveau d'intensité électorale qu'on a eu, sont des éléments qui vont nous aider pour la suite, parce que le Rassemblement national a quand même aussi quelques difficultés sur son chemin, parce que c'est pas vrai qu'ils peuvent faire une mue libérale comme ça du jour au lendemain et garder 100% des électrices et des électeurs qu'ils ont là aujourd'hui. Bien sûr, le déterminant raciste, il est central, mais eux aussi ont surperformé parce qu'ils sont allés dans les marges où les déterminants racistes existent mais sont un peu plus faibles. Donc on a quand même aussi puis il y aura des Zemmour et des autres qui iront aussi toujours plus loin qu'eux et leur prendront quelques miettes, hein. Donc mais en tout cas on a quand même des éléments sur lesquels s'appuyer et notamment sur le fait que les valeurs de solidarité, de progrès plus général progressent dans la société. C'était rappelé par je sais plus quel chapitre,
Celui de Vincent. Celui de Vincent, exactement, les classes populaires, droitisation aux grandes démissions. Et comme ça se fait par en haut et que nous on n'est pas en bas, eh ben, vous savez que ce qu'il vous reste à faire, ne rien lâcher.